Chaque jour, 828 millions de personnes se couchent là le ventre vide, un chiffre si grand qu'il en devient abstrait. Pourtant, dans le même temps, une poignée d'investisseurs gagne des milliards en pariant sur la faim. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un plan. Une guerre silencieuse menée non pas avec des bombes, mais avec des contrats à terme, des brevets sur des semences et des algorithmes de trading. Une guerre pour le contrôle de la ressource la plus vitale de l'humanité, notre nourriture. Et dans cette guerre, votre assiette est le dernier champ de bataille. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler qui sont les généraux de cette armée invisible, comment ils ont transformé les aliments en armes financières et quel est leur objectif final. La réponse pourrait bien vous glacer le sang. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au milieu du XXe siècle. Le monde sortait de la guerre hanté par le spectre de la famine. La réponse fut la Révolution verte, une promesse de nourrir l'humanité grâce à la science. Des semences à haut rendement, des engrais chimiques et des pesticides. Sur le papier, le succès fut spectaculaire. La production mondiale de céréales a triplé. Mais ce miracle avait un coût caché. L'agriculture, autrefois une affaire de communautés locales et de savoir-faire transmis, est devenue une industrie. Une industrie dépendante de produits pétroliers et contrôlée par un nombre toujours plus restreint d'entreprises. Le fermier indépendant est lentement devenu un simple maillon d'une chaîne logistique mondiale. C'est sur ce terreau fertile que les graines de la guerre alimentaire moderne ont été plantées. Le père de la Révolution verte, Norman Borlaug, a reçu le prix Nobel de la paix. Il pensait avoir sauvé 1 milliard de vies. Mais en créant des monocultures dépendantes des produits chimiques, il a involontairement ouvert la porte à un nouveau type de pouvoir. Les entreprises qui vendèrent les semences, les engrais et les pesticides sont devenues les nouvelles maîtresses du jeu. Elles ne vendaient pas seulement des produits, elles vendaient un système. Un système dont il était presque impossible de sortir. Cette dépendance a créé une vulnérabilité à l'échelle planétaire. La diversité agricole, qui avait assuré la résilience de nos ancêtres pendant des millénaires, a été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité industrielle. Le monde pouvait produire plus de nourriture que jamais, mais cette abondance reposait sur des fondations incroyablement fragiles, contrôlées par quelques-uns. Dans l'ombre de cette révolution, 4 entreprises ont bâti un empire si vaste et si discret que la plupart des gens n'ont jamais entendu leur nom. On les appelle les A, B, C, D. Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus. Depuis plus d'un siècle, ce cartel silencieux contrôle la quasi-totalité du commerce mondial des céréales. Elles possèdent les silos, les navires, les ports et les usines de transformation. Elles savent avant tout le monde où la pluie va tomber et où la sécheresse va frapper. Leur pouvoir sur le flux mondial de nourriture dépasse celui de nombreux gouvernements. Ce ne sont pas de simples entreprises, ce sont des empires invisibles qui opèrent au-delà des lois et des frontières, façonnant la géopolitique mondiale une cargaison de blé à la fois. L'année 1972 marque un tournant décisif. Dans le plus grand secret, l'administration Nixon négocie un accord colossal pour vendre des millions de tonnes de céréales américaines à l'Union soviétique, alors en proie à de mauvaises récoltes. L'opération surnommée le Grand Vol de céréales fut une aubaine pour les ABCD, qui étaient dans la confidence. Elles ont acheté le grain à bas prix aux fermiers américains ignorants avant de le revendre avec des profits astronomiques à Moscou. Pour le citoyen ordinaire, le résultat fut une flambée des prix alimentaires sans précédent. Pour la première fois, la nourriture n'était plus seulement un moyen de subsistance, mais une arme géopolitique et un instrument de spéculation massive. Le modèle était créé et il allait être reproduit maintes et maintes fois. Le coup de grâce fut porté au début des années 2000. Une série de déréglementations a permis aux plus grandes banques d'investissement de Wall Street de se lancer massivement sur les marchés des matières premières agricoles. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, tous ont créé des produits des financiers complexes permettant de parier sur le prix du blé, du maïs ou du soja. La nourriture a été arrachée à la réalité des champs pour être transformée en une abstraction, un simple ticker sur un écran de trading. Des milliards de dollars de capitaux spéculatifs ont inondé ces marchés, non pas pour acheter de la vraie nourriture, mais pour jouer sur ces fluctuations de prix. La logique du fermier a été remplacée par celle du trader. Le sort de millions d'affamés était désormais lié aux caprices de la haute finance. En 2008, le monde a payé le prix de cette folie. Alors que la crise financière faisait rage, les investisseurs ont cherché des valeurs refuges. L'une d'elles fut la nourriture. L'afflux massif de capitaux spéculatifs a fait exploser les prix. Le coût du blé a triplé, celui du riz a quintuplé. Pour les pays pauvres, importateurs nets de nourriture, l'effet fut dévastateur. Des émeutes de la faim ont éclaté dans plus de 30 pays, de l'Égypte à Haïti. Des millions de personnes, qui pouvaient se nourrir la veille, ont été poussées dans la misère. Pendant ce temps, les traders et les fonds spéculatifs enregistraient des profits records. Le lien de cause à effet était direct et brutal. La faim n'était plus une fatalité, c'était une stratégie d'investissement qui avait réussi.
Pendant que Wall Street transformait la nourriture en jetons de casino, une autre révolution se préparait dans les laboratoires, celle des organismes génétiquement modifiés. Menée par des entreprises comme Monsanto, la promesse était encore une fois de nourrir le monde, mais l'objectif réel était le contrôle. En brevetant des semences, Monsanto ne vendait plus un produit, mais un droit d'utilisation annuel. Les fermiers n'avaient plus le droit de conserver leurs propres graines d'une année sur l'autre. Ils étaient devenus des locataires sur leurs propres terres. L'affaire Percy Schmeiser, un fermier canadien de 70 ans traîné en justice par Monsanto parce que des graines brevetées avaient accidentellement contaminé son champ, a révélé au monde la brutalité de ce nouveau système. L'enjeu n'a jamais été le rendement, mais la propriété intellectuelle du vivant lui-même. La quête de contrôle a atteint son paroxysme avec une vague de fusion gigantesque. L'allemand Bayer a racheté l'américain Monsanto pour 63 milliards de dollars. Dow et DuPont, deux autres géants de la chimie, ont fusionné. Le chinois Chemchina a absorbé le suisse Syngenta. En quelques années à peine, le paysage mondial des semences et des pesticides a été complètement redessiné. Aujourd'hui, seulement 3 mégacorporations contrôlent plus de 60% de ce marché vital. Cette concentration extrême du pouvoir est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle leur donne une influence démesurée sur les agriculteurs, les gouvernements et au final sur le contenu de nos assiettes. Le mot concurrence dans ce secteur n'a presque plus de sens. De nouveaux acteurs, issus de la Silicon Valley, entrent maintenant dans l'arène. Le plus visible est Bill Gates. Il est devenu discrètement le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis, avec plus de 100 000 hectares. Officiellement, ses intentions sont philanthropiques, promouvoir une agriculture durable et technologique. Mais ces investissements posent de questions. Il finance massivement la recherche sur les OGM, les viandes de synthèse et les alternatives aux protéines. En accumulant des terres, la ressource la plus fondamentale, et en investissant dans les technologies qui définiront l'agriculture de demain, il se positionne comme un acteur incontournable. Est-ce de la prévoyance ou la construction d'un nouveau monopole plus subtil, mais tout aussi puissant que les anciens? Derrière les milliardaires de la tech, des forces encore plus puissantes et plus opaques sont à l'œuvre. Il s'agit des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, BlackRock et Vanguard. Ces deux sociétés gèrent ensemble des trillions de dollars. Elles ne possèdent pas les entreprises de l'agroalimentaire, elles possèdent le marché lui-même. BlackRock est l'un des principaux actionnaires de Bayer, de Corteva, le géant issu de la fusion Dow-DuPont, mais aussi de John Deere, le fabricant de tracteurs, et des géants de la distribution. Ils sont partout. Cette concentration de propriété leur confère un pouvoir d'influence sans égal. Ils peuvent imposer leur vue sur la stratégie des entreprises, favorisant une vision centralisée, technologique et axée sur le profit à court terme, au détriment de la résilience et de la souveraineté alimentaire. La prochaine frontière de cette guerre est invisible, c'est la donnée. Les tracteurs modernes, comme ceux de John Deere, ne sont plus de simples machines. Ce sont des ordinateurs sur roues, équipés de capteurs GPS, de moniteurs de rendement et de connexions Internet. Ils collectent des téraoctets de données sur la qualité du sol, l'humidité, les rendements de chaque mètre carré de champ. La question cruciale est, à qui appartiennent ces données ? Au fermier qui travaille la terre ou à l'entreprise qui fabrique la machine? Celui qui contrôle ces données peut prédire les récoltes, anticiper les marchés et, à terme, dicter aux agriculteurs comment cultiver leur propre terre. Le sol physique devient secondaire. La véritable valeur réside dans le sol numérique et les entreprises technologiques sont en train de s'en emparer. Parallèlement, une offensive massive est lancée pour redéfinir la nature même de la nourriture. Des startups de la food tech, comme Impossible Foods ou Beyond Meat, lèvent des milliards de dollars pour créer des substituts de viande en laboratoire. Elles se présentent comme les sauveurs de la planète, la solution au changement climatique. Mais un regard sur leurs investisseurs révèle une histoire familière. On y retrouve Bill Gates, les plus grands fonds de capital risque, et même les géants de l'industrie de la viande traditionnelle, comme Tyson Foods, qui investissent dans leurs futurs concurrents. Il ne s'agit pas de remplacer un système, mais de l'étendre. L'objectif est de breveter de nouvelles formes de nourriture, de les produire dans des usines centralisées et de créer une nouvelle dépendance des consommateurs envers des produits ultra transformés et contrôlés par une poignée d'acteurs. Cette transformation ne pourrait pas avoir lieu sans une bataille pour les esprits. Une puissante machine narrative est en marche, financée par les mêmes acteurs qui profitent du système. Des fondations philanthropiques, des groupes de réflexion et des médias influents promeuvent sans relâche le même message. L'agriculture traditionnelle est de l'ennemi. Les fermiers sont des pollueurs. La seule voie d'avenir est la science, qui se traduit par des OGM, des pesticides de synthèse et des protéines de laboratoire. Tout discours alternatif, prônant l'agroécologie, la souveraineté locale ou les savoirs traditionnels, est marginalisé, ridiculisé ou qualifié d'antiscientifique.
C'est une guerre de l'information pour formater l'opinion publique et lui faire accepter un futur alimentaire qu'elle n'a pas choisi. Ceux qui résistent sont confrontés à une pression immense. Aux Pays-Bas, des milliers d'agriculteurs manifestent contre des réglementations environnementales draconiennes qui menacent de les mettre en faillite, libérant ainsi leurs terres pour d'autres usages. Au Sri Lanka, une transition forcée et mal préparée vers une agriculture 100% biologique, promue par des organisations internationales, a provoqué l'effondrement de la production alimentaire et une crise humanitaire. Ces événements, présentés comme des cas isolés, dessinent une tendance mondiale. Une pression économique et réglementaire croissante vise à éliminer les petits et moyens agriculteurs indépendants, les derniers obstacles à un contrôle total de la chaîne alimentaire par les grandes corporations. Ce projet de transformation s'inscrit dans un cadre idéologique plus large, souvent associé au Forum économique mondial et à son concept de grande réinitialisation. La phrase célèbre « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux » prend ici tout son sens. Appliquée à l'alimentation, elle dessine un avenir où la plupart des gens ne posséderont plus la terre, les semences ou même les connaissances pour produire leur propre nourriture. Ils dépendront de services d'abonnement pour recevoir des repas standardisés, optimisés par des algorithmes et produits dans des bioréacteurs. Un futur vendu comme pratique, durable et équitable, mais qui représente en réalité la forme ultime de dépendance et de contrôle, la fin de la souveraineté alimentaire individuelle et collective. L'objectif final de cette guerre est la centralisation absolue. Un système alimentaire mondialisé, standardisé et géré par une poignée d'entreprises interconnectées. De la semence brevetée à l'application de livraison de repas. Un système qui peut être optimisé pour l'efficacité et le profit, qui peut être surveillé et contrôlé à chaque étape. Dans ce modèle, la résilience, la diversité et la liberté de choix sont des inefficacités à éliminer. C'est un système qui promet l'abondance, mais qui ne peut livrer que la fragilité. Car plus un système est centralisé et optimisé, plus il est vulnérable au choc, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'une guerre ou d'une crise climatique. La sécurité alimentaire est sacrifiée pour l'illusion du contrôle total. Cette consolidation du pouvoir est déjà visible dans les rayons de nos supermarchés. Nous pensons avoir le choix entre des centaines, voire des milliers de produits différents. Mais c'est une illusion. En réalité, la grande majorité de ces marques appartiennent à une dizaine de mégacorporations. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Kraft Heinz. Lorsque vous hésitez entre deux marques de biscuits ou de céréales, il y a de fortes chances que votre argent finisse dans la même poche. Cette fausse diversité masque une concentration de pouvoir économique et marketing qui étouffe l'innovation réelle et empêche les petits producteurs locaux d'accéder au marché. Nous avons l'illusion du choix, mais la liberté de choisir un système différent nous a été retirée. Les conséquences de ce système industrialisé ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi sanitaires. La nourriture produite est de plus en plus transformée, chargée de sucre, de sel, de graisses de mauvaise qualité et d'additifs chimiques. Le résultat est une épidémie mondiale de maladies chroniques, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Et ici, le cynisme du système atteint son paroxysme. Car les mêmes gestionnaires d'actifs, comme BlackRock et Vanguard, qui sont les principaux actionnaires des géants de l'agroalimentaire, sont aussi les principaux actionnaires des grandes entreprises pharmaceutiques qui vendent les médicaments pour traiter ces maladies. C'est un cercle parfait de profit, où une industrie crée le problème et une autre vend la solution, le tout au détriment de la santé des populations. La crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont brutalement exposé la fragilité de ce système alimentaire mondialisé. Un seul porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez a suffi à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'interruption des exportations de blé d'un seul pays a mis des dizaines de nations au bord de la famine. Cette fragilité n'est pas un défaut du système, c'est une de ses caractéristiques fondamentales. Chaque crise est une opportunité. Une opportunité pour les spéculateurs de réaliser des profits records. Une opportunité pour les acteurs dominants de renforcer leur contrôle en rachetant les concurrents affaiblis. Une opportunité pour les gouvernements d'imposer de nouvelles réglementations sous prétexte de sécurité. Les crises ne détruisent pas le système, elles l'accélèrent. Pourtant, face à ce projet de contrôle total, une résistance silencieuse mais déterminée s'organise. Partout dans le monde, des citoyens et des agriculteurs réinventent des systèmes alimentaires locaux, résilients et humains. C'est le retour des marchés de producteurs où l'on peut parler à la personne qui a cultivé sa nourriture. Ce sont les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui créent un lien direct entre consommateurs et fermiers. C'est l'essor de l'agriculture régénératrice, qui soigne les sols au lieu de les épuiser. Ce ne sont pas des solutions nostalgiques ou marginales, ce sont des actes de résistance concrets qui reconstruisent la souveraineté alimentaire, une communauté à la fois. C'est une guerre qui se gagne non pas avec des slogans, mais avec des fourchettes et des paniers. Cette histoire n'est pas celle d'une fatalité, c'est celle d'un choix.
Le pouvoir de ce système repose sur notre participation, souvent inconsciente. Chaque euro que nous dépensons est un vote. Un vote pour la centralisation ou pour la communauté, pour la dépendance ou pour la souveraineté, pour des produits ultra transformés conçus dans des laboratoires ou pour une nourriture réelle issue d'une terre vivante. S'informer sur l'origine de ce que nous mangeons, cuisiner, créer un potager sur son balcon, soutenir un producteur local, chaque geste compte. La guerre pour le contrôle de l'alimentation peut sembler menée par des forces titanesques, mais le champ de bataille final se trouve dans notre cuisine, dans notre assiette et dans notre conscience. Le pouvoir nous appartient encore. La guerre de l'alimentation est, en fin de compte, une guerre pour la souveraineté. La souveraineté des nations à nourrir leur peuple et la souveraineté de chaque individu à décider de ce qu'il met dans son corps. Celui qui contrôle la nourriture contrôle les gens. Nous sommes à la croisée des chemins. Une voie mène à un futur de centralisation technocratique, de dépendance accrue et d'une nourriture synthétique contrôlée par quelques-uns. L'autre voie est celle de la décentralisation, de la résilience locale et de la liberté alimentaire. La fenêtre pour choisir cette seconde voie se referme. Le système mondialisé est conçu pour rendre les alternatives de plus en plus difficiles. Mais le choix nous appartient encore. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une étagère de supermarché, que choisirez-vous? Pensez-vous qu'un retour à une agriculture locale est de possible ou sommes-nous déjà trop dépendants du système mondial? Partagez votre opinion dans les commentaires.